Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. On voit qu'il y a des premiers arrivants. Alors, 5 sur 5, oui, très bien. Et quand Anthony parle, est-ce que vous l'entendez bien également? Bonjour à toutes et à tous. Super. Bon, ça Parfait. c'est top. Hein, c'est important de bien nous entendre pendant un webinar. Ça, c'est une bonne Pratique. chose. Et avant de commencer, est-ce que vous voyez bien nos slides également? Enfin là, la slide de couverture, je dirais. On est tout bon. Bon, bah, c'est 100% de réussite. Superbe. Sachez d'ailleurs, on commence à être habitué à faire les webinaires sur Livestorm. Si jamais à un moment donné, vous n'entendez plus un intervenant, ça peut arriver, c'est assez rare, vous faites recharger dans votre onglet, vous rechargez la page, l'URL, et ça devrait revenir comme avant. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer puisqu'il est 11h pile poil. Donc aujourd'hui, on va vous partager plusieurs conseils pour générer du contenu engageant, tourné vers l'utilisateur et avec un certain angle, avec un angle autour des synergies entre le SEO et l'email marketing. Et pour ce webinar, eh bien, vous avez de la chance. Alors, attendez, je regarde, là, j'ai un problème de slide, a priori. Ah, intéressant. Alors, attendez, j'aurais dû vérifier les slides avant. Excusez-nous, faux départ. On va juste recharger le slide deck. D'habitude, En ça attendant, fonctionne. c'est vrai que je peux prendre la main. Eh ben, L'objectif était vas-y. de se présenter très rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Et puis surtout, merci à Nicolas et SMJ qui ont eu la bonne idée de faire ce web séminaire en commun. Parce que c'est vrai que le contenu aujourd'hui, on en parle beaucoup en SEO. On en parle encore peu en email. On va le voir ensemble. On commence à en parler de plus en plus. Et surtout, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les annonceurs disent qu'ils n'ont pas le temps souvent de passer trop de temps à créer du contenu parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Et on s'est dit avec Nicolas et toute l'équipe CMJ et Doulis que ça serait intéressant d'expliquer les synergies qu'on a entre ces deux canaux parce que souvent, on a tendance à travailler malheureusement encore un peu en silo. Et alors qu'on pourrait réutiliser des choses qui sont faites, des méthodologies qui sont exploitées en SEO, qui peuvent s'appliquer à l'email et vice-versa. Et donc, c'est vraiment l'objectif qu'on a ensemble ce matin au cours de ce web séminaire, c'est de vous partager un petit peu ces éléments-là, parce que on sort un petit peu d'une période un petit peu particulière. Je lisais d'ailleurs ce matin sur la newsletter de co-marketing qu'un marketeur sur deux est encore incertain par rapport à finalement l'impact que va avoir réellement la crise sur le métier du marketing. Donc, il est important aussi de se rattacher aux bases, aux bons fondamentaux. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter avec Nicolas aujourd'hui, en rentrant peut-être dans le vif du sujet, parce que je vois que tu as un problème vraiment de ghost slide, comme dirait Marie sur le chat. Oui, tout à fait. C'est la première fois que ça m'arrive. Là, j'ai testé avec un deuxième export, mais pas de souci. On va basculer sur le plan B parce que c'est toujours important d'avoir un plan B. Oui. Et donc, là, je vais partager mon écran sous Google Slides normalement. Et j'espère que ça va fonctionner pour tout le monde. Et logiquement, il ne devrait plus y avoir en effet de ghost slide. C'est très étonnant comme phénomène. Alors, hop, tac. Normalement, là, c'est écrit chargement sur vos écrans. J'en profite pour dire bonjour à nos amis de l'Ardèche, puisque je vois que Marilyn est ici. Eh bien voilà, nous n'avons plus de ghost slide, donc on peut continuer. Anthony nous a fait la super introduction, donc ça c'est top. Et justement, Anthony, de votre côté, chez Doolist, chaque année vous faites une étude, vous l'avez actualisée il y a quelques mois, une étude autour du content marketing. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude ?
Oui, tout à fait. C'était la 8e édition qu'on a publiée début 2020, alors au tout début du confinement. Mais il est important de prendre en compte que les résultats de cette enquête et surtout les participants, lorsqu'ils nous ont répondu, c'était avant cet épisode Covid. Il est certain qu'il y a eu quelques petits changements forcément depuis. Et c'est vrai que ce baromètre qu'on fait chaque année, on s'intéresse finalement à comprendre un petit peu, à faire un panorama complet des pratiques marketing des annonceurs qui répondent justement à cette enquête. Il faut savoir que sur l'enquête 2020, on a un peu plus de 140 professionnels français qui se sont exprimés. Et c'est là où on a vu que vraiment le content marketing prenait vraiment plus de place parce qu'il était positionné comme deuxième objectif marketing de l'année pour 60% des professionnels. Donc, on a vraiment une augmentation importante au cours des dernières années. Il vient vraiment se positionner comme un élément important. Et surtout, on a les 3/4 des professionnels qui visent à augmenter justement ce budget qu'ils vont allouer au content parce que produire du contenu, forcément, quand je parle de budget, il faut savoir que je parle du budget forcément monétaire, mais c'est aussi le budget temps. Parce que du coup, il faut arriver à identifier quels sont les contenus qui sont les plus pertinents, comment on peut personnaliser aussi selon les profils qu'on va avoir en base, et puis tout ça de manière automatique parce qu'on ne se voit pas forcément décliner des contenus un par un pour chacun des personas éventuellement qu'on a en base de données. Tout ça a pour vocation à apporter plus de valeur aux contenus email qui sont envoyés. On va le voir ensemble. C'est vraiment un objectif majeur qu'on a aujourd'hui. Nous, chez Douiz, depuis 3 ans, on constate que les performances email stagnent, voire baissent en matière de taux d'ouverture, en matière de taux de réactivité, même quand on cherche à optimiser l'utilisation de la data ou la délivrabilité qu'on évoquera. Tout simplement parce qu'on a un problème de contenu des messaging qui sont proposés. Et donc, l'enjeu est d'arriver à proposer plus de content marketing à l'intérieur des lettres d'information, des newsletters, mais également des messages de relations clients. Et on va voir ensemble que c'est vrai que quand on a commencé à échanger avec Nicolas et l'équipe CMJ, tout de suite, nous, ça a fait écho à ce baromètre. Et Eva, qui doit être par là, va vous partager le slide si vous souhaitez la voir en profondeur, cette étude. Mais en tout cas, ça faisait sens parce que le contenu, Nicolas, vous, c'est déjà au cœur des préoccupations du SEO. Tout à fait, tout à fait. C'était pas forcément le cas d'ailleurs il y a 10 ans. Il y a 10 ans en SEO, le netlinking, qui est un des 3 piliers du SEO, était très important. Mais on a vu sur ces dernières années, notamment là à travers cette étude récente du Journal du Net, eh bien que le contenu prend une part de plus en plus importante dans l'univers du SEO. Et dans cette étude réalisée par le Journal du Net auprès d'une centaine d'experts SEO, où le Journal du Net a demandé à chaque expert en fait de donner un score d'importance au final, je pense à plus d'une centaine de critères, et on peut voir dans cette étude que le critère numéro 1, c'est la pertinence du contenu dans la page. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu très clé, c'est-à-dire que si on souhaite performer en marketing, en content marketing, en SEO et du coup en email marketing, on voit bien que le contenu prend une part importante. Et autre point très clé en SEO, on peut voir qu'il y a plusieurs piliers, là, plusieurs familles de critères. Le content, c'est la famille qui est en rose, mais on peut voir qu'elle prend une place assez importante parmi les top critères SEO. Donc, en gros, le sujet, c'est quoi? C'est que le contenu, c'est devenu un indispensable en SEO. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont comprise, puisque dans cette étude qu'on a réalisée auprès de 200 top annonceurs en France, eh bien, plus de la moitié des annonceurs publient plus de 5 contenus par mois sur leur site web. Donc ça, on voit bien la différence entre il y a quelques années et aujourd'hui, où vraiment le secteur du content marketing, la tactique du content marketing est en train de vraiment prendre de la vélocité. Et encore, quand on compare avec les USA, c'est vrai qu'en France et en Europe, on est très brand content quand même, mais cette culture du content marketing arrive, donc c'est des chiffres qui vont continuer d'évoluer à la hausse a priori. Donc ça, c'est un sujet qui est clé. Le contenu, notamment cette quantité de contenu, mais il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité du contenu. Et ça, j'imagine, c'est un sujet notamment sur l'emailing de votre côté. Oui, c'est un gros sujet parce que depuis qu'on parle de big data, l'objectif pour les annonceurs est d'arriver à proposer des contenus qui soient les plus pertinents en fonction des datas qu'ils ont par rapport à leurs clients ou leurs prospects.
Donc, on essaie vraiment d'exploiter cette data au maximum. Et là où justement 90% quasiment des annonceurs se disent qu'ils arrivent à personnaliser l'expérience client grâce à leurs messages, donc au contenu qui est proposé dans ces messages, et donc ils arrivent à répondre aux attentes des consommateurs, on constate malheureusement que seulement 5% déclaraient justement recevoir des emails qui correspondent bien à leurs besoins. Et donc, on a vraiment un décalage où la personnalisation des messages tels qu'on peut le voir, c'est ce qu'on appelle nous aussi le marketing automation aujourd'hui chez Doolist. Vous croisez partout le fait de déclencher des messages au bon moment avec le bon contenu vers la bonne personne. Ça permet de répondre à Marie justement qui demandait quel était le premier objectif. C'est vraiment de mettre en place des stratégies de marketing automation, mais d'envoyer ces messages au bon moment n'est pas suffisant. Il faut aussi proposer le bon contenu. Et là, on voit qu'on a encore du travail à faire, que ce n'est pas simplement de personnaliser, de mettre des produits A parce qu'on a identifié tel type de profil. Il faut aller plus loin. Et avec le contexte Covid, eh bien, tout ça s'est accéléré parce que nous, ce qu'on a constaté chez Doolist, c'est que nos clients nous ont contactés en disant mais comment allons-nous faire pour garder le lien avec nos contacts pendant cet épisode Covid? Parce que finalement, je ne sais pas de quoi je vais parler. Comment pourrais-je créer de l'empathie avec mes contacts? Alors, j'aime beaucoup ce dessin qui est un petit peu révélateur de ce qu'on a vécu pendant l'épisode Covid, mais qu'on avait vécu il y a 2 ans aussi avec l'épisode RGPD, où là, on disait, tiens, j'ai une marque qui m'envoie un email pour me dire qu'elle est à mes côtés pendant l'épisode Covid, alors que je ne sais même plus à qui correspondait cette marque et pourquoi j'étais dans sa base. Donc, des erreurs ont été faites. Mais sur les autres marques qui ont voulu garder un lien avec, finalement, de fidéliser un petit peu leurs contacts et de continuer à échanger, en partant du principe qu'ils ne pouvaient plus commercialiser leurs produits, il a fallu parler d'autre chose. Et c'est là où il a fallu créer du contenu parfois nouveau avec une valeur ajoutée. Et ça, ce n'est pas forcément évident quand on part from scratch et surtout quand on fait l'erreur de dire on va partir de zéro. Il y a des choses qui existent. L'idée, c'est d'être intéressant avant d'être intéressé. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que tout individu, aujourd'hui, sur une journée classique, va être exposé entre 1000 et 3000 messages publicitaires par jour. Alors, ça paraît énorme, mais quand vous prenez tous les supports confondus, les emails, les SMS, les 4x3, les publicités radio, télé ou autres, on est exposé à des messages publicitaires en permanence quasiment. Donc, on a développé un système un petit peu pour les ignorer. Et il faut savoir qu'il n'y en a que 3 qui vont retenir réellement notre attention dans une journée. Donc, il faut arriver à faire partie de ces 3 messages, d'où l'importance de proposer du contenu qui soit pertinent. Et puis, dans le cadre de l'email, on n'a que 8 secondes pour arriver à convaincre. Donc, ça réduit encore le spectre, ça oblige finalement à envoyer des choses qui font sens, un petit peu comme le dit Litmus au moment quand il parlait du Covid, de dire envoyer uniquement des choses qui font sens, c'est valable pendant le Covid, mais c'est aussi valable tout le temps. Aujourd'hui, nous, on constate que nos clients ont parfois souvent tendance à dire qu'il y a 2 campagnes sur 5 qu'ils ont fait ils ont appuyé sur le bouton pour l'envoyer, mais ils n'y croyaient pas lorsqu'ils l'ont envoyé. Ils ont juste appuyé sur le bouton par habitude. Et donc, ça, c'est dommage parce que là où on a une rupture de confiance entre le consommateur et les marques, il nous faut proposer plus de contenu. Et c'est vrai que quand tu parles, toi, de SEO, Nicolas, ça paraît tout à fait naturel. En email, nous, on est encore un petit peu trop en bout de chaîne, si je puis dire, où ce n'est pas forcément mis en avant. On est encore un petit peu dans le push produit, comme on va le voir. Et l'idée est de pouvoir se dire, le contenu, il est exploitable, quel que soit le canal qui sera utilisé derrière. S'il est pertinent pour travailler mon SEO, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas pertinent derrière pour mes performances emailing. Tout à fait. Et le gros sujet, du coup, je pense que vous l'aurez bien compris, c'est qu'aujourd'hui, le contenu, c'est une matière première, bien entendu, dès lors qu'il est de qualité, pour aller accélérer d'un côté de la croissance en SEO et également de la performance en emailing. Et donc, à partir du même contenu, potentiellement, on peut justement retrouver ces synergies sur ces différents canaux et même sur d'autres canaux comme les réseaux sociaux et le trafic payant. Tout à fait. Donc là, justement, on a préparé avec Anthony plusieurs conseils de méthodologie pour élaborer du contenu adapté à votre audience. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est très clé, notamment en cette période de Covid, qui a forcément changé certains centres d'intérêt de vos audiences, certains comportements d'achat. Et donc là, pour illustrer justement
justement ce propos, je partage avec vous certaines courbes de tendance de recherche Google autour de certaines thématiques, où on voit que ces thématiques, eh bien, depuis justement le Covid, eh bien, elles ont explosé en termes de volume de recherche, c'est-à-dire que l'intérêt au final en France est devenu bien plus important, et donc c'est potentiellement bien entendu des thématiques qui peuvent être intéressantes justement de pousser, alors que ce soit en emailing ou que ce soit en contenu sur le site web, ou bien entendu les deux. Donc là, par exemple, on peut voir que tapis yoga, taille de vélo, etc., eh bien, on a des croissances assez énormes. Et donc, certaines d'ailleurs de ces croissances en termes d'intérêt vont continuer sur le long terme, peut-être d'autres vont retomber petit à petit, et tout ça, c'est à suivre. Alors, petite astuce, justement, pour aller identifier les thématiques sur votre site web qui connaissent justement un énorme gain en termes de volume de recherche, eh bien, on va utiliser Search Console. Et donc, dans Search Console, vous pouvez comparer justement les dates des périodes. Là, par exemple, j'ai mis février, tout le mois de février versus tout le mois de mai, donc avant et après le confinement. Après, à vous de voir justement à quelle période vous souhaitez comparer. Et donc, pour comparer au final les gains de volume de recherche, je vais utiliser la métrique des impressions dans Search Console. Et donc, je vais filtrer sur les mots-clés qui sont en première page, donc de la position 1 à la position 10, et en filtrant sur ces positions, eh bien, je vais pouvoir avoir une liste justement de mots-clés qui sont restés en première page, mais qui ont connu un volume d'impression et donc indirectement un volume de recherche bien plus intéressant. Et donc là, on peut voir qu'en effet, sur certains mots-clés, on est passé de 11 000 impressions mensuelles à 75 000 impressions mensuel, eh bien là très clairement, dès lors qu'on a envie de pousser d'un point de vue édito ou vente ces thématiques, eh bien ça va nous permettre justement de prioriser les thématiques qui nous intéressent. Et donc ça, c'est pour justement préparer et prioriser les actions à ce niveau. Et de ton côté, Anthony, tu as justement des conseils justement entre la partie produits et services et du pourquoi justement. Oui. En fait, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on va recommander aussi à nos clients d'utiliser Google Webmaster Tool pour aller voir un petit peu les trends quand ils ne savent pas sur quel contenu ils pourraient communiquer. Sauf qu'en email, quand même, dans la plupart du temps, on est un petit peu en bout de chaîne où, en général, on sait sur quoi on veut communiquer et on veut le faire dans les 3-4 jours qui suivent. Alors que le SEO, ça demande un peu, on sait qu'il faut être un peu plus patient pour que les moteurs de recherche, justement, nous fassent remonter. Donc, il y a un peu plus de temps qui est alloué. En email, on est souvent en bout de chaîne. Et comme je l'exprimais juste avant, on s'est rendu compte que l'email marketing performait de moins en moins bien, malgré le fait qu'on optimisait les différents aspects de base de données de livrabilité. Et j'ai eu la chance de voir, il y a maintenant 3 ans, Simon Sinek en conférence aux États-Unis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Simon Sinek, je vous invite à aller voir son TED Talk qui s'appelle Start with the Why, qui est disponible sur toutes les plateformes classiques vidéo. Il a été fait en 2009. Et ce que vous avez au milieu du slide ici, c'est le concept du cercle d'or il a conceptualisé une approche marketing, mais bon, c'est un petit peu le bon sens qu'on peut retrouver chez d'autres auteurs. Mais on a trouvé que c'était intéressant chez Doulis, cette conception du cercle d'or, parce que là où lui dit que 95% aujourd'hui du discours des marques est orienté uniquement sur le quoi, le produit et le service, eh bien, cette statistique correspond parfaitement à ce qu'on a en email marketing, à savoir les emails qu'on a sur la gauche, où on parle uniquement de produits, de description, de prix, de promotion. Et ce que nous explique Simon Sinek, c'est que pour arriver à convaincre davantage et séduire les consommateurs, il ne suffit pas de communiquer uniquement sur ces quoi, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs sont autonomes pour rechercher, comparer des produits, mais il faut plus essayer d'engager une relation avec eux, créer de l'empathie. Et ça se fait à travers ce fameux pourquoi et les comment, que sont les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise au sens global. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'il ne faut pas arrêter, bien entendu, de parler de produits et de services, mais il faut inverser le sens de communication pour arriver à expliquer pourquoi son entreprise existe et expliquer ses valeurs pour ensuite arriver à ses produits et ses services. Et ça, c'est une stratégie qui se met en place justement progressivement au sein des emails où on se rend compte que les emails purement commerciaux plaisent encore à une partie de la population, bien entendu, mais quand on se retrouve à avoir peut-être 30 à 40% de sa base de contact
qui n'ouvre plus ses messages commerciaux, mais il est dommage de ne plus les adresser. Par contre, il est certain qu'on ne peut pas continuer à leur envoyer les mêmes messages commerciaux. Donc sur quoi on pourrait communiquer? Et c'est là où on dit il faudrait arriver à adopter un nouvel angle d'écriture ou leur raconter, pourquoi pas, des histoires, puisque 63% des personnes se souviennent surtout des histoires. J'ai pour exemple de prendre un petit peu toujours les publicités de télé. On sait très bien que les histoires qu'on peut nous raconter à la Intermarché qui avait fait un gros buzz ou la même Lidl, ce genre de choses, ils vont nous raconter des histoires aujourd'hui plus que d'être dans la promotion vraiment impact, de dire venez acheter nos produits. C'est la même chose dans le canal email, sauf qu'on est un petit peu le canal oublié, si je puis dire, de toutes ces évolutions où on continue à reproduire ce qu'on fait depuis 10-15 ans. L'email, quand aujourd'hui c'est arrivé en marketing, on a pris ce qu'on faisait au format print et on l'a transformé au format digital sans s'intéresser de savoir si les consommateurs voudraient consommer les informations de ce canal de la même manière qu'ils les recevaient au format print. Et si ça a fonctionné pendant un certain nombre d'années, aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin de l'exploitation de ce canal sur cette manière-là. Et il faut vraiment qu'on s'inspire de ce qui est fait déjà dans les autres canaux et notamment le SEO pour incorporer des choses supplémentaires dans nos messages et pas simplement envoyer des pages de catalogue. Et ce que tu évoquais juste avant avec justement Google Webmaster Tool, c'est ça aussi, c'est des idées à prendre. J'étais avec une mutuelle en workshop. On travaille beaucoup en workshop chez Douli justement parce que ça amène une manière collaborative où nous, on apporte les mécaniques et puis nos clients nous apportent la partie métier, puisque nous, on n'est pas spécialistes métier comme eux. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait même utiliser le moteur de recherche qui est sur le site du client, de regarder les mots-clés qui sont tapés par les visiteurs du site, parce que ça donne des indications en disant tiens, c'est bizarre qu'ils recherchent ça, soit ils ont du mal à le trouver, soit c'est parce qu'on n'a rien du tout, donc on va peut-être créer des pages spécifiques pour ça. Et c'est vrai que c'est un peu la logique que vous avez aussi dans SEO, c'est de se dire si on décide de parler de ce produit-là derrière, l'objectif est d'arriver à créer un peu un univers, comme tu l'appelles, Nicolas. Oui, tout à fait. Comme tu le disais, aujourd'hui, créer un site web où il n'y a que de la promotion catalogue et envoyer des emailing où il n'y a que de la promotion produit, ça a ses limites. Ça a ses limites en emailing, ça a ses limites également en SEO. Et donc là, le conseil qu'on va pouvoir vous donner, justement, ça va être de booster les ventes de vos produits phares. Par exemple, les fameux produits et les fameuses thématiques qui ont connu des fortes hausses, notamment suite au Covid. Autant miser, j'ai envie de dire, sur les produits champions, entre guillemets. Et donc, justement, on va les booster ces produits avec des contenus édito. Et ça, on va le voir, ça a des avantages à plusieurs niveaux, que ce soit côté SEO ou côté emailing. Alors là, je vais prendre l'exemple justement d'un site e-commerce dans le domaine du sport où on vend par exemple des tapis yoga. Et donc, j'ai remarqué justement avec la technique citée juste avant que tapis yoga faisait partie justement des fameux mots-clés très recherchés. Et donc, sur ce mot-clé tapis yoga, en SEO, j'ai ma page transactionnelle qui est un listing de produits qui se positionne. Elle n'est pas en première position, mais elle se positionne. Donc là, l'objectif, ça va être de gagner du coup des parts de marché, booster les ventes. Et donc là, je vais créer des contenus éditos qu'on peut voir tout autour, qui sont en fait des contenus qui apportent du conseil à mon audience. Donc, c'est du content marketing pour indirectement favoriser justement les ventes. En SEO, ça va avoir un avantage clair, cette démarche, c'est qu'on va être justement dans une stratégie de cocon sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? C'est assez simple. Si vous produisez plusieurs contenus éditos pertinents pour votre audience autour d'une même thématique, quand les internautes vont rechercher un mot-clé dans Google, Google va se poser la question, va comparer les sites web et se poser la question, c'est lequel le site web au final qui traite au mieux la thématique, notamment en termes de qualité et de quantité de contenu sur la thématique. Donc là, en construisant ces contenus éditos, on va justement prendre de l'avance sur des concurrents. Justement, grâce à ces contenus éditos, on va être plus puissant sémantiquement aux yeux de Google. L'avantage que ça va avoir, du coup, le bénéfice direct, c'est qu'en plaçant le maillage interne, donc des liens depuis ces contenus éditos vers la page transactionnelle, on va avoir un bénéfice où cette fameuse page transactionnelle dans Google va gagner des positions sur le mot-clé tapis yoga. Donc là, directement, je vais gagner des positions, je vais gagner des clics, je vais gagner des ventes. C'est aussi simple que ça.
Et en plus, on peut le voir que chacun de ces contenus édito, eh bien, en fait, il vise des mots-clés Google qui ont un potentiel en termes de visite SEO dès lors qu'ils se positionnent dans le top 3. Et donc là, grâce à ces contenus édito, en plus, je vais aller chercher davantage de parts de marché SEO. Et donc là, pareil, je vais booster mes ventes en termes de tapis yoga. Donc ça, c'est pour la partie SEO, mais pour la partie emailing, c'est également très intéressant puisque, comme tu disais, Anthony, c'est un peu fini les emailing 100% produits. Maintenant, il faut aussi raconter des histoires, apporter des conseils pour justement favoriser le message. Et donc, on va pouvoir se servir de ces contenus édito au sein des emailing, les mettre en valeur. L'un des avantages aussi, c'est que du coup, en plus des produits, on propose des conseils. Donc, on va favoriser le taux de clic dans les emailing. Et puis, dès lors que votre audience va justement cliquer sur ces contenus conseils, vous allez leur apporter des réponses, eh bien, vous allez forcément créer de la préférence de marque. Et donc, ça, c'est tout l'enjeu, forcément. Face à un espace concurrentiel, le but, c'est d'être la marque préférée de son audience. Et pour vous montrer un exemple, là, je vous montre une newsletter que j'ai reçue il y a quelques jours de Mano Mano, où le sujet, c'était Journée mondiale de l'environnement. Et quand j'ai vu ce titre, ce sujet et Mano Mano à côté, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter dans cette newsletter? Et donc là, c'est exactement l'illustration de ce que tu expliquais, Anthony, sur le pourquoi. Là, on peut voir en bas à gauche le fameux pourquoi, où Mano Mano explique, voilà, c'est la journée mondiale de l'environnement, faisons tous un effort. Et en gros, je vous la fais un peu en mode caricatural. Ça tombe bien, on vous a fait une liste de produits qui vont vous aider à rendre votre maison davantage écologique. Donc voilà, plutôt malin. Et de l'autre côté, on peut voir à droite que toujours dans cette newsletter, eh bien, il partage des conseils, donc des contenus éditos toujours autour de ce côté écologique. Par exemple, comment choisir son indicateur de consommation d'énergie. Et là, autant vous dire que dans ce contenu édito, il y a du conseil, mais il y a aussi de la mise en avant de certains produits. Et donc, ça va pousser, bien entendu, à la vente. Donc ça, c'est plutôt un exemple très positif par rapport à ces différents sujets. Donc, après, toi, de ton côté, justement, Anthony, tu as des conseils sur l'angle d'écriture. L'angle d'écriture et puis surtout la méthodologie à avoir. On le voyait sur le schéma tout à l'heure, quand on est en SEO et qu'on veut valoriser une page où on va présenter plusieurs produits, on va créer des pages autour pour répondre à différentes questions. Et la problématique qu'on a souvent en email, c'est que je sais que je dois promouvoir ce produit-là. Je vais prendre un petit peu de recul pour ajouter un peu de contenu, mais je ne vais pas aller aussi loin dans la démarche que je le ferai en SEO. Et surtout, je ne vais pas prendre le recul nécessaire. Et ce qui est important aussi à noter, c'est que les consommateurs ont bien changé. Quand vous faisiez une campagne email, il y a, je vais prendre 8 ans, puisque ça fait 8 ans que je suis chez Doolist, ça remonte déjà assez loin. Quand il y avait 8 ans, on regardait combien la campagne email avait rapporté dans les 5 jours qui suivaient son envoi, et puis on considérait après qu'elle n'allait plus avoir d'impact. Or, aujourd'hui, on le voit bien avec les changements de modèle d'attribution, c'est que les canaux sont complémentaires entre eux parce que le consommateur est omnicanal ou multicanal, peu importe ce qu'on en dit. Et donc, un email peut avoir un impact sur une vente qui a été générée par le SEO une quinzaine de jours après. Elle peut avoir un impact positif comme elle peut avoir un impact négatif parce que peut-être qu'on aura fait le travail en SEO à travers les réseaux sociaux, mais parce qu'on a envoyé une campagne email qui était complètement à côté de la plaque par rapport au discours qu'on avait sur notre site web et notre réseaux sociaux, eh bien derrière, le client va se désengager de nous. Et ça, c'est souvent une erreur de ne pas maîtriser le discours marketing qu'on va avoir, quel que soit le canal utilisé. Et c'est pour ça que nous, on invite à prendre le temps, on invite les annonceurs à prendre le temps de rédiger un email en bonne et due forme et pas simplement se jeter directement sur le HTML ou le PSD. Et toujours dans cette optique de se dire, si sur 5 campagnes, il y en a 2 qu'on aurait pu éviter de faire parce que très clairement, on savait qu'elles n'allaient pas marcher, consacrons ce temps à ne pas faire ces 2 campagnes-là et à plutôt optimiser les 3 autres campagnes. Et ce qu'on va inviter à faire nos clients, c'est de faire un brief de départ, comme ils ont l'habitude de le faire, en disant quel produit je veux parler, quel est l'objectif, quel est le titre, le descriptif, et puis le call to action. Et puis derrière, on va leur dire, et donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, à quelle valeur cet encart, ce produit correspond aujourd'hui pour votre société.
Alors, la première fois, posé de cette manière-là, c'est un petit peu raide, si je puis dire, mais on essaie de les orienter, ce pourquoi la société propose ce type de produit, pourquoi la sélection a été faite, et on arrive à identifier une valeur. Et puis derrière, c'est de se dire quelle émotion vous voulez générer chez le contact lorsqu'il va acheter ce produit ou souscrire ce service. Et rien que de prendre 2 minutes à se poser, à se dire quelle est ma valeur, quelle émotion, une fois qu'on a fait ça, de se dire est-ce que vous rédigerez de la même manière cet encart-là? Et souvent, on se rend compte qu'on va arriver à impacter, à inverser un petit peu l'angle d'approche, où on était dans un angle d'écriture très produit, où je mets en avant mes argumentaires produits uniquement, pour se dire, non, il faut que j'explique à quel besoin ce produit répond, ce qu'il va apporter. Et c'est là où on va se référer souvent au travail qui est fait en SEO, de création de contenu, des pages justement comme tu l'évoquais, et le contenu est déjà là, on n'a pas besoin de repartir from scratch, c'est de se dire tiens, en fait, plutôt que de commencer avec ma fiche produit, je vais commencer en reprenant le titre de pourquoi faire du yoga, parce qu'on avait créé une page SEO. Donc c'est vraiment important de voir cette corrélation qu'on a entre les canaux, l'importance de l'avoir pour des consommateurs qui sont comme nous, qui sont omnicanaux, où on veut un discours de marque qui soit lisse, quels que soient les canaux utilisés. Et puis surtout, de ne pas se mettre en panique, si je puis dire, de se dire mais ça va doubler le travail à réaliser à chaque fois, mais plus d'essayer de bien capitaliser sur une réexploitation de ce qui existe déjà pour justement le décliner pour chacun des canaux. Et ça, d'ailleurs, j'ai un livre à vous conseiller si jamais vous voulez aller plus loin, justement sur ces sujets de valeur, de bénéfices clients, d'émotions. C'est le livre Value Proposition Design, qui est un livre très, très intéressant pour justement inverser notamment cet aspect du quoi avec du why. Et c'est vraiment extrêmement intéressant pour définir ces messages. Et ça, c'est un point qui est très clé. Je te rejoins à 200%, Tony, là-dessus. C'est que un tapis de yoga, techniquement, c'est quoi? Bon, c'est un tapis, on s'allonge dessus, entre guillemets. Il faut qu'il soit confortable. Mais en fait, c'est quoi la vraie valeur qu'apporte le tapis de yoga? C'est notamment, on va chercher du bien-être avec le yoga, etc. Et donc, ce genre de raisonnement est très clé aujourd'hui. C'est là où, en effet, on se verrait mal de dire le tapis, il fait 158 grammes, 1,5 cm d'épée, parce qu'on sait que ça n'a aucun impact, mais on le fait sur d'autres produits et d'autres services. Et en fait, c'est d'essayer d'avoir une démarche qui soit identique, quels que soient les produits proposés, en effet. Tout à fait. Du coup, avec Anthony, on avait envie de partager avec vous 5 conseils que vous allez pouvoir appliquer dès demain sur l'ensemble de vos contenus et de vos canaux, des conseils très pragmatiques. Déjà, le premier conseil, je vais commencer par l'optimisation SEO des contenus. On va voir que indirectement, cette optimisation SEO des contenus peut également servir sur l'optimisation des contenus côté emailing. Déjà, le premier point à retenir, ça c'est très clé pour ceux qui ne connaissent pas cette statistique, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez publier 100 contenus sur votre site web, hélas, vous avez des chances que seulement 9% de ces contenus se positionnent sur Google. C'est une belle étude à Ahrefs. Nous, on le voit beaucoup à travers nos clients. Et là, c'est un cas qui arrive très, très souvent. Pourquoi cette statistique? Hélas, parce qu'en général, on va faire du contenu, mais par manque d'optimisation SEO du contenu, on va faire un contenu qui est moins bon que les contenus concurrents. Et du coup, c'est simple, on ne va pas se positionner en première page Google. Donc, dès lors qu'on va mettre en place une méthodologie et des bonnes pratiques d'optimisation SEO des contenus, c'est là où on va renverser totalement la tendance et avoir, par exemple, 60, 80%, 90% des contenus qui se positionnent sur Google. Et la réalité, c'est que pour y arriver, il y a un peu 2 états d'esprit à avoir. Un premier état d'esprit qui est de faire un contenu de qualité pour l'audience. Donc, ça, c'est le premier point. Et un contenu meilleur que les concurrents. Ça, c'est le deuxième point. Et donc, du coup, dans ces bonnes pratiques, là, je vous montre, par exemple, différents éléments de ce qu'on appelle un brief SEO. Un brief SEO, c'est quoi? C'est un document que vous donnez, par exemple, à votre rédacteur pour vous assurer qu'il va traiter au final les différentes bonnes thématiques, les différents sujets autour du SEO pour que le contenu soit de qualité, d'accord? Et qu'il se positionne en SEO. Et donc, dans ce brief SEO que vous pouvez réaliser gratuitement avec plusieurs outils, par exemple Answer the Public, Google Suggest, etc., avec d'autres outils payants comme Ahrefs, etc., ou bien entendu, là, c'est en autogénéré avec la plateforme SEMJ. Et donc là, les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est déjà que quand vous faites un contenu,
c'est de choisir en face un mot-clé à cibler. Et ça, on le répète parce qu'on voit quand même, souvent quand on embarque des clients, on voit qu'ils ont produit des centaines de contenus avant, ils n'avaient pas forcément choisi de mots-clés. Et le risque, quand on ne choisit pas de mots-clés en face, c'est qu'il n'y ait pas d'audience, tout simplement. C'est qu'on attaque un sujet qui n'intéresse pas l'audience. Donc, choisir ce mot-clé, par exemple, là, pourquoi faire du yoga, où là, on voit que ce mot-clé peut nous rapporter 500 visites SEO par mois, c'est un indicateur, c'est-à-dire je sais que ce sujet intéresse mon audience. Autre bonne pratique, alors là, c'est très lié au SEO, c'est la longueur du contenu. Là, la bonne pratique, c'est sur ce mot-clé, on va analyser les concurrents, notamment la longueur des contenus, et on va tout simplement choisir de faire un contenu qui est plus profond et qui est plus long que le top 3. Donc là, ici, je vois que le premier super prof, il fait 2500 mots, donc je fais un contenu qui fait au minimum 2500 mots. Autre point qui est très, très clé, c'est dans mon contenu, il y a la quantité en termes de mots, mais la quantité pour la quantité, ça ne fait pas grand-chose. C'est aussi la qualité de notre contenu, c'est-à-dire notamment les thématiques qu'on va aborder, les questions qu'on va répondre. Et là, typiquement, si je fais un contenu qui a pour but de se positionner sur pourquoi faire du yoga, j'ai intérêt de faire un bon gros paragraphe qui explique les bienfaits du yoga. Pourquoi? Parce que chaque mois, j'ai 4000 personnes en France qui recherchent cette sous-thématique. Donc ça, c'est très clé d'y répondre. Et autre aspect important, c'est que Google évolue vers le moteur de réponse. Donc, répondre à des questions, c'est très important d'un point de vue SEO. Et c'est forcément très important d'un point de vue content marketing. Et donc là, dans Google, on peut repérer directement certaines questions que se pose l'audience. Par exemple, quel est le meilleur yoga pour débuter? Ça, ce sont des questions qu'on appelle des questions PA, qui se retrouvent directement du coup dans les SERP Google. Donc, ce sont des questions importantes à répondre. Et un dernier point qui est très lié au SEO, mais qui fonctionne également pour le content marketing, c'est que là, je fais un contenu qui répond à la question pourquoi faire du yoga. J'ai peut-être fait d'autres contenus autour du yoga et c'est important que ces autres contenus, je positionne des liens vers mon nouveau contenu en cours de publication pour le renforcer en SEO et d'un point de vue content marketing pour faciliter la navigation, soit dans mes emailing, soit dans mon site web vers ce contenu justement. Et donc, pour vous montrer en fait tout l'enjeu justement de cette optimisation qui est très clé aujourd'hui en content marketing et en SEO, là, j'ai pris un contenu qui est tout simplement premier sur le mot-clé pourquoi faire du yoga. On peut voir qu'en suivant ces différentes recommandations, qui sont auto-générées par la plateforme SEMJ, la plateforme SEMJ, justement, évalue si le contenu répond justement au brief. Et donc là, on peut voir qu'en effet, ce contenu répond très largement au brief puisqu'il obtient un score de 93 sur 100. Et donc, du coup, il est en première position sur ce mot-clé. Donc ça, c'est vraiment très clé d'un point de vue SEO, d'un point de vue content marketing, mais également, du coup, on peut réutiliser ces différentes recommandations quand on va justement préparer son email et son message. Oui, tout à fait, parce que par exemple, tu parlais de longueur aujourd'hui de poste. On sait très bien, par exemple, qu'un objet aujourd'hui en email, c'est 50 caractères, espace inclus maximum. Donc, c'est très court et ça, on doit s'obliger à mettre des mots-clés bien précis dans cet objet pour arriver à être percutant dès l'arrivée en boîte de réception. Et c'est vrai que voilà, ces briefs-là permettent justement aussi de structurer sa démarche. Et donc, sur les conseils que je voulais partager avec vous aussi, c'est de bien prendre en compte 3 éléments. Le premier, c'est la notion de délivrabilité. Aujourd'hui, quand on parle de délivrabilité, c'est la capacité pour vos messages à arriver en boîte de réception des contacts et non pas en boîte spam. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez faire le message le plus beau du monde. Si les filtres anti-spam ont décidé de vous livrer en boîte spam, l'impact forcément sera quasi nul. Et ça, il est très important de surveiller la délivrabilité de ces messages parce que ça ne dépend pas forcément du routeur avec qui vous avez travaillé. Ça dépend à 80% de votre stratégie marketing, d'être capable d'adapter la pression d'envoi que vous allez exercer sur les contacts pour que les filtres anti-spam ne vous détectent pas comme quelqu'un qui envoie des messages à des personnes qui ne sont pas intéressées ou qui ne veulent plus en entendre parler. Et ça, c'est très important aujourd'hui. C'est vraiment crucial de bien comprendre que c'est ni le routeur ni les annonceurs qui vont décider, parce qu'ils ont des rythmes commerciaux, du nombre de messages qu'ils peuvent envoyer
à leur base de contact, c'est les filtres anti-spam qui vont décider si oui ou non ils vont livrer. Et parfois, à tort, ils ne vont pas livrer le message au contact final, ils vont le livrer en boîte spam alors qu'il est attendu. Ça nous est tous arrivé de devoir aller en boîte spam chercher un message attendu. Mais pour les filtres anti-spam, c'est eux qui décident des règles et il est important de suivre aujourd'hui les bonnes pratiques qu'ils vont recommander pour justement s'assurer que ces messages arrivent en boîte de réception. Le deuxième élément, c'est bien sûr ce qu'on ne peut plus ignorer, c'est la connaissance client. La connaissance client, forcément, par rapport à la data, de bien connaître ces différentes populations. Il ne s'agit pas de découper sa base de données en 25 segments, mais au minimum, on a client-prospect et à l'intérieur de voir quels sont les plus appétents selon les points d'entrée où on les a collectés. Et puis surtout aussi de prendre en compte que le canal email n'est pas le seul canal pour communiquer avec les contacts. On peut avoir des clients VIP qui viennent régulièrement chez nous, mais qui n'ouvrent pas nos messages email. On doit être capable de le détecter pour ne plus insister via le canal email et de continuer à leur envoyer en disant c'est le seul canal qu'on utilise et d'accepter de dépenser de l'argent peut-être sur du courrier postal parce que justement ces personas clients correspondent à des clients très attractifs et on se doit de dépenser un peu plus d'argent en marketing pour les faire revenir. Et souvent aujourd'hui, on se repose trop sur le canal email et non seulement les filtres anti-spam nous obligent à surveiller notre pression d'envoi, mais en plus, les consommateurs vont être plus ou moins appétents. Peut-être qu'ils préfèrent recevoir un message WhatsApp ou un texto ou pourquoi pas un courrier papier plutôt qu'un email. Donc, il est important de surveiller ça. Un non-ouvreur d'email n'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas appétant à votre marque. C'est peut-être tout simplement que ce n'est pas le bon canal. Et puis, dernier élément, c'est le contenu du message. Ce qu'on a évoqué ensemble, c'est de pouvoir justement varier le contenu proposé. Et puis surtout, faites-vous plaisir en email. Fort heureusement, aujourd'hui, les choses ont bien évolué, puisque avant, moi, je parlais de HTML de papier quand je parlais du message email, parce que à cause des filtres anti-spam, on était contraint à faire du code HTML très simplifié. Avec le responsive design, on peut faire beaucoup plus de choses aujourd'hui. On peut être beaucoup plus graphique. On peut utiliser ce qu'on appelle des cinémagraphes. On peut utiliser le dark mode aussi embarqué en email. Nous, on a un studio chez Doolist aujourd'hui qui travaille à suivre toutes ces optimisations. Là, je sais qu'aujourd'hui, ils travaillent sur l'accessibilité, par exemple, qui devient un enjeu majeur pour justement que son message soit consultable par des personnes qui sont handicapées de manière permanente ou même temporairement. Et donc, c'est important de travailler tous ces éléments-là et puis d'essayer de provoquer l'art du contre-pied. Il ne s'agit pas de faire comme font vos concurrents. Il ne s'agit pas d'être un suiveur, mais il faut arriver à se démarquer. Quitte à en faire moins, autant essayer de le faire mieux. Tout à fait. Et un autre enjeu qui va être très clé, du coup, c'est là, on vous a partagé de nombreux conseils, du coup, pour améliorer la méthodologie, les contenus, les emailing. Et bien entendu, un enjeu qui va être clé, c'est de mesurer au final la performance pour tout simplement en tirer des apprentissages, pour également identifier ce qui fonctionne, peut-être ce qui fonctionne moins bien, comme tu disais, Anthony, et également, je pense qu'il y a un sujet qui est très, très clé aujourd'hui, surtout avec la crise, hélas, que nous sommes en train de vivre, c'est qu'on a besoin d'identifier ce qui est rentable, ce qui l'est moins, parce que potentiellement, dans chaque entreprise, du moins dans beaucoup d'entreprises, il y aura beaucoup plus de contraintes budgétaires. Et donc, on a intérêt à montrer que, tiens, telle campagne, regardez, elle est 3 fois plus rentable et c'est sur celle-là qu'il faut qu'on mette des nouveaux budgets. Donc, l'évangélisation vraiment de la rentabilité en content marketing, c'est clé. Parfois, c'est compliqué. D'ailleurs, puisqu'il y a de la data un peu partout. Parfois, en plus, on doit utiliser un peu des usines à gaz type Google Analytics. C'est pas forcément ça. Dans tous les cas, sur la partie content et SEO sur votre site web, moi, ce que je peux vous recommander vraiment, c'est de construire justement un tableau de bord pour que vous ayez la vision globale. Alors, la vision globale, c'est quoi? Typiquement, c'est combien on gagne. Par exemple, là, c'est un client à travers la plateforme CMJ qui a multiplié par 3 le trafic des contenus qu'il a optimisés. Ça lui a apporté 327 000 visiteurs sur les 12 derniers mois. Donc, ça, c'est des chiffres très macro, c'est la tendance macro. Mais c'est aussi, en content, chaque contenu, ça coûte du temps et de l'argent. Comme en emailing, chaque campagne coûte du
du temps et de l'argent, eh bien, c'est important de mesurer les gains de chaque contenu, d'identifier aussi ces contenus champions pour justement potentiellement les réoptimiser ou pour pousser telle thématique. Donc ça, c'est vraiment très clé. Et en SEO, ce que je vous recommande comme KPI, c'est de bien entendu suivre les positions Google de vos mots-clés très stratégiques. Bien entendu, chaque contenu de suivre le trafic qu'il permet de capter, mais au final, au-delà du trafic, qui a l'avantage de créer bien entendu de la notoriété et potentiellement les conversions, c'est de suivre également directement les conversions initiées par vos contenus. Ça forcément aujourd'hui, c'est très clé. En plus, je pense qu'on va basculer de plus en plus dans des tactiques de plus en plus héroïste de par les contraintes actuelles. Et également, bien entendu, si vous êtes en e-commerce, ce sera très intéressant de mesurer le chiffre d'affaires initié par vos contenus. Et il y a un point qui est très clé d'ailleurs en SEO à prendre en compte, c'est que quand vous faites des contenus édito, donc des contenus informationnels, il faut savoir que ces contenus informationnels vont aider à mieux positionner vos pages transactionnelles. Donc, il faut vraiment mesurer, j'ai envie de dire, à la fois vos pages transactionnelles et les contenus informationnels pour mesurer les gains. Et donc, toi, de ton côté, Anthony, justement, tu as des conseils sur la partie suivi de performance, sur la partie emailing. Ah oui, il y a deux éléments aujourd'hui. On se doit, ça paraît logique de dire de suivre ces statistiques, mais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on passe encore beaucoup trop de temps à concaténer les statistiques dans Excel, alors qu'on a des outils aujourd'hui à disposition grâce à la DataVis. Aujourd'hui, nous, chez Doulis, on a décidé de monter un outil, comme vous le voyez là, s'appuyant sur la technologie Power BI. On s'est spécialisé justement dans Microsoft Power BI, mais vous avez Google Data Studio aussi, qui vous permet de centraliser vos données de manière automatique. Donc, la mise à jour se fait tous les jours sans qu'on ait besoin de retourner voir, pour qu'on ait réellement le temps, non pas simplement passer notre temps à construire les rapports, mais vraiment analyser quelles sont les performances. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte qu'on a 2 campagnes sur 5 qui ont sous-performé et que très bien, on va peut-être pas les reproduire, on va pas faire de relance sur les non-ouvreurs parce que c'est pas la peine, on va mettre notre délivrabilité par exemple en danger. Donc, de pouvoir être capable d'analyser de manière micro, mais de manière macro aussi sur une période donnée, de savoir comment ça a performé. Et puis, sur l'autre tableau de bord également qu'on présente juste après, c'est également le deuxième élément au-delà des statistiques des campagnes, c'est la base de données. Et la base de données, c'est clé aujourd'hui. C'est tellement difficile d'arriver à collecter de nouveaux contacts qu'on se doit de surveiller justement leur évolution, combien se désabonnent, combien sont devenus injoignables. Et là, par exemple, c'est ce qu'on fait avec un réseau de magasins où les magasins aujourd'hui sont incentivés pour collecter en magasin, mais on s'était rendu compte que la quantité n'est pas forcément une bonne chose. Il faut mieux viser la qualité. Et donc, on sensibilise les magasins de se dire, OK, collectez des adresses email en quantité, mais assurez-vous qu'elles soient bonnes derrière parce que nous, on monitore ça et on accorde plus d'importance à la qualité, au fait que la personne ne se désabonne pas au bout du premier message qu'on lui envoie parce qu'on ne lui avait pas expliqué en magasin ou tout simplement qu'on n'ait pas pris le temps de bien saisir l'adresse email. Et ça, c'est vraiment crucial aujourd'hui quand on parle d'email, c'est de ce suivi des KPI, ce suivi d'évolution de base de données est indispensable pour justement optimiser l'utilisation du canal email. On ne peut plus simplement faire du push comme on le faisait de manière classique. Et donc, reposons-nous sur les outils existants qui permettent d'automatiser la collecte de data, sinon ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut être un petit peu chronophage. Tu parlais de Google Analytics. C'est vrai que moi, je travaille sur Google Analytics depuis maintenant quasiment 10 ans. Et c'est vrai qu'on peut passer 1h30 sur Google Analytics sans ressortir avec une action précise. Par contre, si on construit ces rapports, ce genre de choses, eh bien là, on peut arriver à trouver l'information qu'on recherche, analyser en quelques secondes et ensuite pouvoir justement mettre en place des actions. Et donc, c'est ça qui est important vraiment, c'est l'analyse. Prenez le temps d'analyser, mais surtout reposez-vous sur les bons outils pour pouvoir remonter cette information. Ouais, d'ailleurs, j'insiste vraiment cette partie. C'est vrai que moi, j'ai tendance à remarquer que dans certaines équipes marketing, on est tellement plongé dans l'opérationnel qu'on ne prend pas ce temps en fait de prise de recul grâce à ces tableaux de bord pour justement affiner la stratégie et les tactiques, alors que c'est clé. C'est clé. Tout à fait, c'est crucial et c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu avec vous pendant ce web séminaire ce matin, de vous expliquer, regardez ce que vous faites en SEO, regardez ce qu'il faudrait faire en email, prenons du recul ensemble sur cette petite heure passée ensemble. Et c'est vrai que pour conclure, tu avais un exemple à nous présenter où justement cet annonceur a déjà pris le temps de prendre du recul et ça paye.
Oui, tout à fait. Là, c'est l'exemple de Foreo. Foreo, c'est un site web e-commerce qui vend notamment des produits de beauté. Donc, site transactionnel pour le coup, et sur lequel a travaillé l'un de nos experts SEO chez CMJ, et où justement, grâce à une stratégie content, donc notamment avec du coup des contenus éditos qui sont publiés sur leur blog, donc plusieurs centaines sur 2-3 ans, eh bien ça leur a permis derrière justement d'envoyer chaque semaine une newsletter qui est très orientée conseil autour des produits de beauté, de la beauté, du lifestyle, etc. Et donc là, c'est vraiment un triptyque où j'ai mon site e-commerce, mes contenus éditos où j'ai une publication rythmée hebdomadaire, et pareil, une newsletter où là, j'ai un cycle hebdomadaire. Et donc là, c'est là où on va créer en fait une préférence de marque avec son audience, bien entendu, dès lors que les contenus sont de qualité. Ça va de soi. Forcément. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Là, par exemple, je vous partage ne serait-ce que la courbe de trafic SEO de la partie blog. Et donc là, on peut voir que sur ces 2 dernières années, eh bien, cette partie blog, eh bien, elle a connu une croissance SEO tout simplement formidable grâce à cette publication de contenu édito. Donc, on peut en plus imaginer que sur la partie emailing, ça a dû également envoyer pas mal de résultats. Et juste pour vous donner un exemple, ici, un ordre de grandeur, eh bien, ce blog qui capte aujourd'hui plus de 100 000 visiteurs chaque mois en SEO, eh bien, il représente à lui seul 30% du trafic SEO du site web. Donc, c'est vraiment là où on voit que la stratégie ici a payé très clairement. Donc, clairement, là, l'idée, c'est OK, on est tous à faire du transactionnel, ça, c'est très bien. Mais à côté de ça, aujourd'hui, clairement, pour se démarquer, le content marketing, notamment à travers le SEO et l'emailing, c'est devenu un moyen pour se démarquer de nos concurrents et du coup, tout simplement, prendre plus de parts de marché. C'est ça, et c'est pour ça qu'on souhaitait partager ce web séminaire avec vous aujourd'hui, parce que les questions que vous vous posez et les premières remarques qu'on a tout le temps, c'est de nous dire mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps aujourd'hui de faire les choses. On comprend tout à fait. Les marketeurs sont aujourd'hui dispatchés à devoir faire du SEO, de l'email, de l'AdWords, des réseaux sociaux, du print, des catalogues. Et la première chose à comprendre déjà, c'est regarder où est-ce qu'il est possible de mutualiser. Lucie nous demande, est-ce que vous préconisez de faire appel à des prestataires externes, par exemple, pour la rédaction? Moi, aujourd'hui, je peux, par exemple, vous accompagner sur la rédaction d'un message email en orientant, en choisissant l'angle d'approche. Je peux écrire également de A à Z, mais vous aurez toujours une sensibilité un peu plus importante sur votre métier et les mots-clés à positionner. Et donc, il y a quand même un travail collaboratif à faire. Je ne peux pas tout rédiger à votre place. Je peux faire 75% du travail. Donc, il est important de se dire comment on répartit les forces. Je pense qu'il est important de s'appuyer sur un prestataire externe, que ce soit en SEO ou même en email, sur des personnes expérimentées. Alors, moi, j'ai tout le temps, j'ai fait très attention à ce que je dis quand j'évite de parler d'expertise, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs évoluent très rapidement. Et donc, on est plus avec Nicolas chez SMJ ou même chez Doolist au pôle conseil studio à évoluer en fonction, à gagner de l'expérience pour évoluer et faire évoluer nos recommandations en fonction de ce des changements des consommateurs. Et là, on le voit bien sur le contenu. Voilà, c'est là où SMJ et Doolist sont complémentaires. Doolist, aujourd'hui, on est souvent vu uniquement comme une plateforme de routage email SMS parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça. Mais on a un pôle studio et un pôle conseil aujourd'hui qui sont présents, qui sont là aussi pour accompagner dans l'optimisation de ce canal email, comme c'est le cas chez SMJ d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est exactement le même positionnement qu'on a, c'est-à-dire que d'un côté, on a notre plateforme SMJ qui va justement vous aider à optimiser vos contenus, faire en sorte que vos contenus soient un réel, je dirais, levier de croissance en SEO, et donc de vous aider à mesurer les résultats, etc. Et à côté de ça, pareil, une équipe d'experts SEO pour vous aider dans votre stratégie SEO, pour vous aider à définir des plans d'action pour que tout simplement vous puissiez aller chercher de très bons résultats, puisque un outil c'est bien, mais au final, un outil avec la stratégie, c'est encore mieux a priori. Oui, puis ça ne fait pas tout et c'est cette prise de recul sur la stratégie. Le SEO, c'est bien particulier. L'email, c'est des stratégies particulières aussi.
Et c'est là où, en effet, nous, on est là pour vous accompagner aujourd'hui dans l'utilisation de l'outil. Le service, ça fait 10 ans maintenant que chez Doolist, il y a un pôle service, studio et conseil pour accompagner au-delà de donner une plateforme de routage. Mais aussi vous accompagner à travers des web séminaires comme ça pour partager l'information. Et je crois qu'on va passer aux questions. Là, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui commençaient à arriver dans le chat, notamment plus pour toi, Nicolas, si tu veux jeter un coup d'œil. Entre-temps, déjà de vous remercier de votre participation ce matin et puis de vous inviter aussi à continuer à nous suivre. Par exemple, Doolist, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine matinale qui aura lieu le 18 juin. Depuis le confinement, on essaie de vous transmettre de l'information à travers les matinales, puisque nous n'aurons malheureusement pas le plaisir de pouvoir toujours vous rencontrer sur les événements physiques qui pouvaient être prévus cette année. Donc, on s'adapte. Et la prochaine matinale sera sur l'accessibilité numérique et web et email marketing, qui est très important. Et on aura plaisir à animer cette matinale, donc jeudi 18 juin de 10h à 11h15. N'hésitez pas à aller sur le site Doolist et l'agenda pour justement découvrir ce prochain WebSem ou aller sur le lien que Eva vient juste de vous partager sur le chat. Ouais, super. Merci, en effet, toi, Anthony, pour avoir préparé ce webinaire avec moi. Plaisir. Ça fait très plaisir de pouvoir justement sortir juste du spectre SEO et d'aller plus loin, notamment sur ces enjeux de synergie. Je pense que c'est vraiment très clé aujourd'hui dans une stratégie. Sachez que si vous voulez poser vos questions, je vous invite du coup à les poser directement dans l'onglet questions. Comme ça, on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Et en attendant que les différentes questions arrivent, j'en profite également pour communiquer une offre, pour vous rappeler une offre pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant. C'est que sur le mois de juin, il y a une offre spéciale justement pour la plateforme SEMJ avec 1 mois offert, des analyses offertes et également des utilisateurs offerts. C'est vraiment sur le mois de juin. Et donc, si vous souhaitez en profiter pour aller chercher tout simplement davantage de croissance en trafic SEO, vous pouvez faire une demande de démo tout simplement sur notre site web. Et donc, maintenant, je vous propose qu'on réponde aux différentes questions. Alors, pour le moment, j'en vois 2, principalement de Marie. Donc, Marie nous pose la question, quelle stratégie de blog alors, attendez, je lis bien la question. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un focus sur le lancement d'un blog et la façon de le booster mais quelle stratégie de blog en termes de contenu, de qualité pour gagner en visibilité et être trouvable alors, sur la partie… Oui, ça pourrait être un webinar en soi. Je pense, oui. Mais les conseils, Marie, que je peux vous donner d'un ordre très macro, au-delà du blog, qui est souvent un format, c'est-à-dire une plateforme de blog, le sujet, ça va être de faire des contenus, notamment des contenus qui apportent des conseils à votre audience. C'est ça qui va être important en général. Donc, ça peut être sur un blog, ça peut être directement sur le CMS e-commerce. Il faut savoir que typiquement, Mano, c'est ce qu'ils font. Et donc, le sujet, ça va être d'apporter des conseils à vos utilisateurs. Le conseil que je peux vous donner, c'est vous poser la question du parcours utilisateur. C'est-à-dire que typiquement, un utilisateur, avant d'acheter une perceuse, par exemple, il se pose quoi comme question ? En fait, dans son parcours, il va se poser la question de tiens, j'aimerais bien des idées pour décorer mon salon. J'ai envie de changer de salon. Très bien. Ensuite, il va avoir des photos. Il va dire tiens, je vais changer le carrelage. Donc là, il va se dire idée, comment je change mon carrelage. Et là, il va se rendre compte qu'il a besoin d'une perceuse de tel type, admettons. Et là, il va taper dans sa dernière étape comment choisir tel type de perceuse. Donc là, on va être dans du guide d'achat et c'est là où ça transforme d'ailleurs le mieux. Alors que là, les premiers exemples que je vous donnais, c'était de l'inspirationnel. Et donc, du coup, là, en faisant un guide d'achat, il va lire le guide d'achat. Ici, vous proposez des perceuses, justement. C'est là où potentiellement, vous allez générer le plus de chiffre d'affaires grâce à ce contenu. Donc ça, de visualiser en fait le parcours utilisateur par rapport à vos différentes thématiques et vous dire que votre objectif absolu, c'est d'apporter la réponse à chaque étape de son parcours et donc d'être visible, que ce soit en SEO ou en emailing, c'est déjà un premier début. Et donc, l'étape très pragmatique qui vient derrière, en général, c'est ce qu'on va faire une étude sémantique, c'est-à-dire on va étudier l'audience, les mots-clés qu'ils recherchent sur Google, les quantifier avec des volumes de recherche pour que vous puissiez visualiser, tiens, là, c'est telle thématique, ça peut tout simplement rapporter tant de visiteurs par mois sur mon site web. Donc, ça serait une des premières étapes, mais il y en aurait bien entendu bien d'autres.
Et j'espère que ça répond de manière macro à la question. Je ne sais pas si toi, de ton côté, Anthony, tu as des conseils à donner sur cette partie justement blog, etc. Non, ouais, c'est plus ta spécialité. Je vais plus rebondir il y a d'autres questions donc, qui sont positionnées. Donc, sachant, je pense qu'on n'aura pas le temps de pouvoir répondre à toutes les questions parce que on nous a alloué 1 heure, il me semble, sur ce web séminaire. Donc, vous avez nos adresses email qui sont disponibles sur le slide, mais on peut également continuer la conversation sur LinkedIn. Hein, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. Moi, je reprenais la question de Thomas qui demandait pourquoi l'email est si important en SEO. Justement, sachant que le contenu d'un email n'est pas présent sur le site pour le référencer, c'est tout simplement que pourquoi l'email est important en SEO, c'est que déjà, on va générer du trafic. Le canal email génère du trafic justement vers ces pages-là. Et donc, forcément, les moteurs de recherche, ils sont attentifs aussi derrière. Je te vois hocher la tête, Nicolas. Je pense qu'on est en phase là-dessus. C'est que forcément, plus une page est visitée, plus elle va aider après à être remontée sur le moteur de recherche. Donc, d'où l'importance de capitaliser aussi sur ces éléments. Je prends un exemple. J'avais un client qui avait tendance à créer vraiment des landing pages dédiées pour ses campagnes email. Et ce qu'on lui disait, c'est dommage parce que finalement, vous avez des landing pages pour l'email, mais vous en avez aussi pour le SEO. Il vaudrait mieux essayer d'utiliser une seule et même landing page pour chacune des campagnes pour justement que les deux s'aident et puissent remonter et être mieux positionnés derrière. Oui, tout à fait. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas dire si le trafic direct vers une page, si c'est un réel effet, enfin, il y a un effet de corrélation aujourd'hui, hein, notamment dans les études SEMrush, on le voit, c'est même l'un des premiers critères de corrélation. Après, on ne sait pas si c'est la cause. Dans tous les cas, soyons très concrets, hein, demain, je publie par exemple un article de blog avec une belle étude, et bien du coup, je vais l'envoyer directement à ma base de données avec par exemple des influenceurs, peut-être des journalistes dans ma base. Du coup, ils vont reprendre cette étude. Il y a aussi, du coup, ça va potentiellement envoyer des liens vers mon article de blog. L'audience va également le partager sur les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, c'est des effets qui, à un moment donné, apportent du positif d'un point de vue SEO. C'est obligé. Il faut savoir que un gros avantage de l'emailing par rapport au SEO, c'est que quand on publie un contenu en SEO, eh bien, on peut attendre jusqu'à 6 mois avant que le contenu se positionne au top de sa performance SEO. C'est extrêmement long. Donc, l'emailing plus le SEO permet justement de combler ce manque, cette problématique d'inertie, puisque l'emailing, eh bien, on peut l'envoyer 1 fois, 2 fois, et ça va générer du trafic directement. Donc, ça, c'est très clé de combiner a priori les deux, en effet. Mais tout à fait, ouais. Bon, je vois que Marie est un petit peu déçue de la réponse macro, comme elles le disent, sur ce qu'on a amené. C'est vrai que c'est toute la difficulté de pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Je pense qu'il faut qu'on conclue de toute façon, Nicolas, sur ce websem. On récupérera les questions de toute façon que vous posez dans le chat. On pourra les récupérer et revenir vers vous de manière individuelle. En tout cas, merci Nicolas de nous avoir invités aujourd'hui pour ce web séminaire. C'était un véritable plaisir. J'ai vu également dans le chat certaines personnes nous remercier d'avoir montré un peu cette synergie. Je pense que c'était important de le faire. Tout à fait, tout à fait. Donc, un gros merci à toi, Anthony. C'était vraiment top de pouvoir faire ce webinaire ensemble. Pour ceux qui ont posé des questions, en effet, on va vous recontacter pour que vous ayez davantage d'éléments de réponse. Et donc, on vous remercie à tous pour votre attention. Et puis, à très bientôt pour un nouveau webinaire Doolist SMJ qui arrivera sûrement prochainement, puisque ce sera l'occasion de refaire un webinaire ensemble. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci, à très bientôt. Merci.